Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier. Avec notre invité ce soir à 18h20, il est l'un des patrons du plus important fabricant d'avions au monde et il annonce, c'est une révolution, la construction d'un appareil complètement décarboné, c'est-à-dire non polluant, à l'horizon 2035. Bonsoir Jean-Brice Dumont, vous êtes vice-président exécutif de l'ingénierie chez Airbus. Cet avion, il fonctionnera, dites-vous, à l'hydrogène. Alors d'abord, peut-être un mot pour les non-initiés de cette technologie qu'est l'hydrogène. Dites-moi si j'ai bon, c'est un gaz très abondant dans la nature qui peut produire beaucoup d'énergie, une quantité énorme. J'ai vu qu'il pouvait produire 3 fois plus d'énergie qu'un kilo d'essence. Bonsoir, vous avez tout bon. L'hydrogène est effectivement... Ah oui, ça part bien. L'hydrogène est effectivement un autre type de carburant qui, intrinsèquement, possède 3 fois plus d'énergie pour un kilo donné que le kilo de kérosène. Bien, et qui ne rejette évidemment aucun polluant dans l'atmosphère, c'est-à-dire pas de CO2 ou presque pas, uniquement de l'eau. Il rejette de l'eau et pas de CO2. Forcément, l'hydrogène ne contient pas de carbone, donc il va se mélanger avec l'oxygène et produire de l'eau. Il rejette par ailleurs quelques-uns des autres éléments que rejette un avion, mais en bien moindre quantité. Et c'est d'ailleurs ce que nous devons vérifier avec des projets de recherche que nous avons lancés. Alors, Jean-Brice Dumont, concrètement, pour les gens qui nous écoutent, et ils sont nombreux à prendre l'avion, à quoi vont-ils ressembler ces nouveaux appareils? Est-ce qu'ils auront toujours 2 ailes, un cockpit et des gros réacteurs de chaque côté? Alors c'est une bonne question. C'est justement l'objet de l'annonce du jour. L'hydrogène, qui est effectivement quelque chose de très énergétique, comme on vient de le dire, a 2 caractéristiques. Il est beaucoup plus volumineux que le kérosène, 4 fois plus. Donc il prend plus de place. Beaucoup plus de place. Oui, il prend. Oui, il prend plus de place. Et on doit le transporter dans sa version liquide, qui est cryogénique, on va dire, à moins 250 degrés, comme ce que vous avez l'habitude de voir plutôt dans des hôpitaux. Donc c'est quand même des contraintes d'emport qui peuvent éventuellement changer la forme de l'avion pour arriver à accommoder un carburant qui n'est pas sous les mêmes formes et avec les mêmes contraintes que le kérosène aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ce qu'on a révélé, c'est 3 concepts d'avions, on dit concept plane, 2 étant des dérivés de ce qui ne surprendrait pas vos yeux. Un qui ressemblerait à un avion à turbopropulseur, à hélice, avec des ailes hautes, pour vous l'illustrer le plus possible par oral. Un autre avec des ailes basses et des réacteurs. Et le 3e, qui est celui qui finalement accommoderait le mieux l'hydrogène, qui est une aile volante. Mais ça veut dire que vous proposez 3 appareils, mais vous ne savez pas encore lequel vous allez choisir pour le vendre aux compagnies aériennes, comme Air France, comme KLM, comme British Airways, comme toutes les autres, parce que 2035, c'est quand même demain. C'est demain et c'est loin à la fois. Donc d'ici 2035, on a besoin de mûrir quel sera le bon concept. Et c'est pour ça qu'on en a lancé 3. Et c'est pour ça qu'on étudie toutes les technologies autour de l'hydrogène en parallèle. Et le timing qu'on s'est donné, c'est de décider en 2025 quelle sera la bonne formule. Et aujourd'hui, on peut pas en préjuger. C'est pour ça qu'on en lance plusieurs. Et quels seront les critères précisément à l'état-major d'Airbus qui feront que vous choisirez tel ou tel projet ? Alors, le critère dominant chez nous, c'est la sécurité. La première chose, l'aviation est un moyen sûr. L'aviation doit rester un moyen sûr, même si on change de carburant. Après, il y a des critères plus classiques qui sont des critères de performance. À quelle distance peut-on voler avec combien de passagers? Des critères économiques. Quel est le coût d'un tel avion? Quel est le coût de son système industriel? Donc, le nombre de critères est assez long. Et c'est justement cette analyse qui va devoir converger jusqu'à 2025, avec le fait de dérisquer l'hydrogène entre-temps, qui nous amènera à décider quelle est la bonne formule. Alors, plein de petites questions précises, Jean-Brice Dumont, parce qu'on est évidemment très curieux de ces nouveaux appareils dans lesquels on volera peut-être dès 2035. Est-ce que les ailes seront, comme je l'ai lu, plus fines, parce que l'équilibre de l'avion et l'aérodynamisme n'est pas tout à fait le même, si j'ai bien compris? Alors, les ailes pourraient être, sur une formule plus proche des avions actuels, les ailes peuvent être effectivement plus fines. C'est plus le fait que la recherche dans le domaine des ailes et l'aérodynamique des ailes nous amène à penser des ailes plus fines, et c'est pas forcément lié à l'hydrogène lui-même. Ce qui est sûr, c'est que des ailes plus fines permettent un avion beaucoup plus performant et qui en fait du coup a besoin de moins de carburant pour voler. Et avec ce que je vous ai dit sur l'hydrogène précédemment, ça nous arrange. Donc on est déjà en train de rechercher des ailes plus fines depuis un moment. C'est la bonne formule pour les 2 premiers qui dérivent d'avions existants aujourd'hui. Pour l'aile volante, c'est un peu moins le cas, parce que là on a une grosse cellule centrale avec des ailes plus fines certes, mais qui ne représentent qu'une partie moindre de l'avion.
Jean-Brice Dumont, est-ce que on pourra faire le tour du monde avec ces avions parce qu'ils consomment moins d'énergie? Alors j'ai bien compris qu'il fallait plus de place dans l'avion pour loger la matière hydrogène, liquide, vous dites, mais est-ce qu'on pourra faire le tour du monde ou ce sera uniquement pour des courts et moyens courriers? Ouais, je pense qu'il est un peu prématuré de dire qu'on pourra faire le tour du monde avec. D'ailleurs, on fait pas le tour du monde avec le moindre avion aujourd'hui. Mais non, mais justement, peut-être que demain avec l'hydrogène, on pourra faire Paris-Sydney sans escale ou Paris-Sydney-Tokyo. Bonne question. Je pense qu'on commencera par mettre l'hydrogène, compte tenu des contraintes que je vous ai évoquées, sur des avions de plus courte portée, avec des rayons d'action plus transcontinentales, et on recherchera l'utilisation maximum de biocarburants, d'autres façons d'émettre moins de CO2, les biocarburants ou des carburants synthétiques pour les avions plus long courrier. Et maintenant, dans un deuxième temps, les avions qu'on envisage type aile volante sont des avions qu'on peut éventuellement envisager plus gros pour faire des plus longues distances et pour aller vers les longs courriers que vous décrivez. Je ne pense pas, quel que soit le choix qu'on fasse, que ce sera notre première étape. Bon, mais on a bien compris que chez Airbus, les A380 et les gros porteurs, ça c'était terminé de toute façon. Dites-moi, sur le prix des billets, est-ce que ça peut avoir un impact, cette nouvelle technologie? Parce que j'imagine que ça va coûter beaucoup d'argent à développer tout ça. Une première précision, les longs courriers ne sont... L'A380 s'est arrêté, mais les longs courriers ne sont pas finis. Nous avons l'A350 qui vous fait Londres-Sydney aujourd'hui. Oui. Donc attention à ne pas faire une confusion. Et pour ce qui est de l'économie de l'hydrogène... Non, mais je parlais des super appareils avec énormément de passagers à bord. Vous avez raison. Sur le prix des billets. Sur le prix des billets, difficile de prédire l'économie de l'hydrogène parce qu'en fait l'hydrogène c'est une mutation de nos sociétés. On n'est pas le seul consommateur de l'hydrogène. Le monde du routier, le monde du ferroviaire, le monde du maritime, même l'industrie lourde sont en train de regarder comment opérer une mutation vers l'hydrogène comme une source d'énergie. Et c'est quand il y aura un grand nombre de clients de l'hydrogène qu'on pourra envisager de l'hydrogène à des quantités telles que les prix vont baisser. Donc pour l'instant il y a un petit peu un équilibre à trouver, un cercle vertueux à instaurer entre la demande et l'offre qui fera baisser le prix de l'hydrogène dans un horizon pas trop lointain. Et donc c'est sur ça qu'on compte. Donc on n'est pas les seuls à devoir bouger. Le monde de l'énergie aussi et d'autres consommateurs de l'hydrogène aussi. Jean-Brice Dumont, pour terminer, est-ce que tout ça verra vraiment le jour? Est-ce que ça n'est pas, mais un coup de com' post-crise? Je vous pose la question parce qu'il y a quelque temps, on nous avait dit que l'avenir, ce serait l'électrique pour les voitures, pour l'avion, et aujourd'hui on nous dit c'est l'hydrogène. Est-ce que ça veut dire qu'on s'est trompé sur toute la ligne et qu'on a dépensé plein d'argent à développer des projets qui ne verront pas le jour? Alors nous n'avons jamais dit que l'avenir était complètement électrique parce que un avion électrique ça ne vole pas, un A320 électrique ça ne vole pas, pour vous le faire simple. Donc nous avons beaucoup utilisé l'électricité et développé l'électricité à bord dans nos projets parce que l'électricité compte à bord. Et il y en aura toujours. Mais ce que nous avons cherché, c'est quelle était la voie qui nous amenait vers le zéro émission. Et il y en a pas 10 000. Vous en avez fondamentalement deux. C'est des carburants bio ou des carburants qui sont dits alternatifs ou l'hydrogène. Bien, on prend date 2035, vous revenez à ce micro et on fait le premier vol ensemble. On essaiera de revenir avant pour faire un point de passage. J'espère bien. Merci beaucoup pour ces précisions. En tout cas, c'est passionnant et ça s'annonce fascinant pour les années à venir. Jean-Brice Dumont, vice-président exécutif de l'ingénierie chez Airbus, et vous étiez évidemment en direct depuis le siège d'Airbus à Toulouse. Merci à vous.